Allez-y, monsieur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je peux pas cadrer ça, mais c'est trop gros, vous allez craquer, les gars. Eh ben bonjour les gars, merci d'être venus. Donc là on est à Toulonjou et on va faire une petite interview de vos deux personnes. Donc un dinosaure, n'est-ce pas? Et une personne humaine, une moitié de dinosaure. Mi-T-Rex. Mi-humain, une première, on n'a jamais vu ça dans l'univers du jeu de rôle. Mi-humain, mi-T-Rex, extraordinaire. Donc eh ben, présentez-vous les gars, qui vous êtes? Enchanté, moi c'est Vincent, donc Vinsou de mon petit surnom de guerre dans le milieu ludique. D'accord. Fondateur des éditions du Crystallium qui existent depuis environ un an et demi. D'accord. Et à côté on a Et donc Arnaud, l'humain du duo. donc, le seul humain du duo. Donc de mon pseudo Arnaud. C'est horrible. Ah bah, c'est très bien, écoute. Même pas avec un petit O, tu vois, ou deux N. Allez, la fantaisie, 2 O. Deux O, allez, on s'autorise. Et donc associé dans ce projet que sont les éditions du Crystallium. D'accord, ok. Et alors comment vous êtes rencontrés tous les deux, du coup, pour bosser ensemble? On s'est rencontrés tous les deux en fréquentant la même association de jeux. En lançant des dés. En lançant des dés, comme on dit, en lançant des dés, en poussant des pions. D'accord. Donc on est de Nice, donc on s'est rencontrés sur l'association C'est pas drôle, l'association de jeux de rôle sur Nice. Okay. On s'est rapidement bien entendu sur la manière dont on délirait à table, et puis on a gardé un très bon contact. On s'est rapidement fréquenté hors asso pour faire des après-midi, des soirées-jeux endiablés. Et c'était il y a combien de temps tout ça alors? Ah bon, on s'est rencontrés, c'était... Ça commence à remonter. T'avais les cheveux longs, moi j'étais comme ça. D'accord, ouais, donc ça fait très longtemps. Ok, d'accord. C'était à perpète comme on dit. J'étais pas encore un dinosaure. Il avait pas fait la complète transformation. Il a encore, voilà. Il a encore. Il y a quelques écailles déjà. Voilà, ça poussait déjà gentiment, mais... Et du coup, vous avez découvert le jeu de rôle ensemble, entre guillemets. C'était les premières expériences jeu de rôle, vous l'avez fait ensemble, ou déjà vous étiez joueur avant de vous connaître? Joueur avant, pour ma part, je suis arrivé dans le jeu de rôle par le Wargame. Donc adolescence, Warhammer Battle, je pense à remonter, ce qui m'a amené à jouer à Warhammer Fantasy sur la V1, et que du bonheur, que de souvenirs extraordinaires, passer du jeu de figurines à l'imaginaire total, c'était vraiment cool. Et voilà, ça a commencé comme ça pour moi. D'accord, et pour toi? Pour ma part, j'ai commencé, ma première partie de jeu de rôle, c'était au lycée. Donc ça a commencé à remonter, mine de rien, comme on dit, je suis un vieux de 40 ans, donc les vieux souvenirs, ça remonte pas mal. Et ma première expérience de JDR, c'était au lycée sur du vieux Donjons et Dragons, comme énormément de gens, c'était le jeu le plus pratiqué en ce temps-là. Et c'était pas une réussite, c'était pas un bon souvenir, car la partie était assez chaotique. Pas grand monde à table comprenait grand chose à ce qui se passe. Moi perso, j'étais déjà très dans les jeux vidéo à l'époque, donc d'un coup, cette manière de lire une feuille de perso, lancer des dés, le maître du jeu était lui-même pas très impliqué à l'époque, et on avait donc personne à table. Je me rappelle que c'était assez chaotique, on n'avait pas trop, personne n'avait vraiment accroché, donc la première expérience fut un échec. Mais pour le coup, quelques années plus tard, ça m'a donné envie, j'ai eu envie de réitérer l'expérience avec un meilleur personnel, on va dire, entre guillemets. Donc on a eu un meilleur MJ, des meilleurs équipiers, et depuis, voilà, expérience validée, et depuis j'ai jamais lâché. Faut jamais rester sur un échec. Non, Jamais. bah ouais, parce que... Surtout si c'est bon. Quand on monte la première fois, c'est toujours décevant. Donc c'est vrai, on va c'est vrai, réitérer l'expérience. c'est ce que m'a dit... c'est ce que disait mon ex aussi. Alors, donc... comment dire? Mais t'as chaud de ouf là, je vois t'es en train de mourir. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause? Je t'autorise. Non, tu tiens? Je vais le garder tout à l'heure, faut que je me balade encore. D'accord, dans le festival. Quel courage, quel courage. Donc, on va faire quelques cadeaux. oui, le double emploi du costume finalement. Faire de la promotion d'un jeu dont on va pas tarder à parler. On va d'abord parler de votre premier projet et en plus perdre du poids. Et ça c'est malin. Voilà. Et on va lancer des cours de stretch dino. D'accord. Ça consiste à courir dans les salons en costume. On va vous expliquer. Les gamins qui courent après. Exactement. On va pas tarder à vous expliquer pourquoi il est en dino, mais avant d'être en dino, vous avez créé donc votre maison d'édition en quelque sorte, c'est ça? Alors vous êtes deux dans cette maison? On est deux. D'accord. Alors à la base, ça vient de mon
initiative perso. J'avais déjà un petit pied dans le milieu professionnel de l'édition, dans la mesure où j'ai aidé beaucoup d'autres copains éditeurs dans des présentations en festival. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. J'étais aussi inclus dans certains jurys de sélection de jeux, donc notamment le Protolab de Cannes, qui fut une expérience vraiment enrichissante. Et j'ai développé en fin de compte mon goût de sélection des jeux et d'étude des règles et de contact avec les auteurs par ce niveau-là. Et je me suis fait la remarque aussi, mais pourquoi je n'essaierais pas de lancer ma chance dans l'édition et de donner en fin de compte leur chance aux jeunes auteurs qui, comme tous les jeunes auteurs le savent, jeunes ou moins jeunes, les petits auteurs pas connus, on va dire, sont des fois bien en galère de contact avec des éditeurs, parfois trop difficilement contactables, très dur d'avoir des retours de leur part lorsqu'on les contacte. Donc je voulais essayer de pallier un petit peu ce vide, ce blanc on va dire. Et je dois dire que depuis qu'on a lancé l'activité d'édition, je ne pensais pas qu'on allait ne pas être en manque de projets intéressants au niveau des jeunes auteurs. Donc c'est vraiment un gros waouh de ma part et on est déjà obligé de faire du tri et de malheureusement refuser des projets qui pourtant valent le coup, mais en tant que petite maison d'édition, forcément, on ne peut pas se permettre je comprends, vous visez un gros débit, donc même en tant que petit éditeur qui veut lancer les petits auteurs, même là, à ce niveau-là, c'est déjà compliqué. C'est l'embouteillage. Donc on fait comme on peut, on rencontre quand même les auteurs sur les festivals, notamment à Menton, avec son jeu de voiture, un papa qui était venu me voir avec un petit jeu de voiture qui est un peu typé sur Mario Kart, et on est resté en contact suite à ça. Donc c'est typiquement la vision de donc ça, pas jeu de rôle nécessairement là pour le coup, c'est un jeu de rôle, puisqu'on compte aussi faire du plateau, donc on a aussi des très bonnes ouvertures dans ce sens-là, et pas en manque de projets valables et venant de petits auteurs qui ont commencé à faire leur jeu chez eux. Toujours des rencontres très enrichissantes, de discuter d'un projet plus ou moins abouti avec un auteur. Et toi, tu t'es laissé convaincre du coup d'embarquer là-dedans, dans l'édition avec lui. Comment vous répartissez les rôles? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ton regard, il intervient plutôt où? Ton action intervient plutôt où? À moins que vous soyez transversal, comment vous organisez? Surtout aider Vincent. Surtout le calmer, l'aider. Si moi on me laissait faire, j'ai dit tout le monde. D'accord. Donc toi, tu es la sagesse du coup. Je suis un salade de sagesse, voilà. On va dire ça. Voilà. Je suis la sagesse du duo. Il est la petite ficelle qui me maintient. Qui dit on se calme. Sinon. Avec des notions en finance aussi. Pour essayer d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel aussi, même si on est au service évidemment de l'imagination, on le sait tous, que ce soit du jeu de plateau, du jeu de société, il y a une réalité économique, il y a une réalité terrain, matériaux, enfin tout ça j'imagine. On passe le vrai, on est quand même dans marketing, le donc, on est d'accord. La voie du chiant, j'ai envie de dire. La raison des chiffres et votre profession de comptable. Ah ben oui, ben voilà. Mais on le dit, il faut toujours un bon comptable. Déjà, un succès dans une entreprise, c'est déjà un bon comptable. Il faut quelqu'un. Et un dinosaure. Ça, c'est l'enrobage, la petite cerise sur le... Alors votre premier projet, après on va parler de celui pour lequel on est là aujourd'hui, c'était quoi alors? Enfin le premier projet, celui de... peut-être pas le premier d'ailleurs, mais en tout cas celui... moi j'ai vu quelques visuels là qui étaient très sympas. Ça parlait de quoi ce jeu? C'était un jeu de rôle je crois. Elestria. Oui. Alors Elestria, c'est notre premier jeu de rôle, donc notre jeu de lancement, dont on a rencontré son auteur Sylvain en festival d'ailleurs, donc typiquement le genre de rencontre qu'on voulait. C'est un jeu de rôle qui est déjà en développement, qui était à l'époque en développement depuis plus d'une dizaine d'années, qui fonctionnait déjà très bien en festival. On l'avait remarqué comme ça, et c'était d'ailleurs à l'époque où moi-même je m'occupais de l'organisation d'un jeu de rôle sur Nice Fiction, où c'est moi qui étais en contact, qui avait la charge de recevoir les auteurs. Et avec Sylvain, on s'était très bien entendu à l'époque, et son jeu était très, très valable et tournait déjà très bien. D'accord. On est resté en contact par ce biais-là. Et lorsque j'ai lancé la maison d'édition, concrètement, puisque c'est un projet auquel je pense depuis déjà plusieurs années, mais lorsqu'on a vraiment décidé de lancer
la chose, il nous fallait un jeu de lancement. Et Elestria me semblait tout à fait être indiqué pour être ce premier jeu. Il était déjà en partie illustré, au niveau du système, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on va dire qu'il lui manquait cette petite étincelle de lancement professionnel, on va dire, auquel nous, on est intervenu à ce moment-là. Donc on a fait en sorte de faire de ce projet un vrai jeu, un vrai projet. On a donc lancé son financement sur Game on Tabletop, qu'on a réussi à hauteur de 150%. Donc on a été très content de cette performance pour un Merci jeu. le comptable, bien visé, bien calculé. On peut le dire. Et pourtant, à l'époque, il y avait de la grosse concurrence. Au mois de notre financement, il y a d'autres projets qui ont des gros projets de grosses maisons d'édition qui étaient financés à hauteur de 4 ou 500, voire 600%. Avec des chats. Donc, au hasard. on s'est dit, est-ce que nous, on va réussir à faire notre place là-dedans? Et on l'a fait, notre place, donc on était bien content d'avoir pu avoir notre premier financement. Le jeu est actuellement en cours de production. D'accord. Et sera donc disponible. On est pour l'instant dans les délais que j'avais annoncés à la base, donc sur du fin été, début. Donc fin été, les backers devraient pouvoir le recevoir. Est-ce qu'après il y a... Pardon ? On espère envoyer les cartons en fin de l'été. Ok. Pour l'instant, ça se tient. Ouais. Pour l'instant, c'est un souci de oui, bon, après, on est d'accord. Et peut-être une parution boutique ou pas sur ce projet-là? Absolument, on aura du stock. Donc, on fera une première redistribution par rapport au backer, bien sûr. D'accord. Et puis ensuite, sur toutes les autres boutiques qui voudront participer à l'aventure de leur côté. Et on pourra bien sûr revendre, faire des packs. Je mettrai des liens. Le pitch rapidement d'Elestria avant de parler de... Alors, d'Elestria, c'est vrai qu'on n'a pas encore pitché. C'est un jeu de médiéval fantasy relativement classique, sauf qu'il a une grande originalité, c'est-à-dire qu'on maîtrise les éléments. On n'est pas dans un cadre où tu es un mage de feu, un guerrier de glace, etc., où tu as des sorts de niveau 2, 3, 4. Dans ce jeu, tu incarnes l'élément, tu es un être élémentaire. Donc tu maîtrises, tu es le feu, la terre, le vent, etc. Donc pour un total de 6 éléments dans le jeu. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup touché lorsque j'ai fait sa rencontre, car c'est un jeu qui, de par sa nature élémentaire, te fait redécouvrir d'une manière nouvelle ta manière d'appréhender ton perso. C'est typiquement le genre de jeu que tu te rends compte de ce que tu aurais pu faire à la fin de ta première partie, tu vois. Dans n'importe quel autre jeu, tu as ta fiche d'archétype classique avec ce que tu peux faire et pas faire. Là, dans la mesure où tu incarnes l'élément, tu as une redécouverte totale et nouvelle de la manière dont tu abordes le JDR et comment tu vas jouer ton D'accord. Et toi, tu joues beaucoup? Tu as l'occasion encore de jouer beaucoup? Ou c'est maintenant les projets vie perso plus l'édition fait que c'est plus compliqué? Comment tu arrives? Je m'aménage toujours du temps pour jouer avec Vinsou la plupart du temps. Tu arrives à jouer combien de fois par semaine ou par... Du jeu de rôle une fois par semaine. J'essaye d'avoir un rythme, moi c'est pas toujours évident. Une séance de jeu de rôle par semaine et une de plateau. D'accord. Comme ça au moins. Ce qui est bien pour une maison d'édition qui veut faire un peu les deux. Ah oui, moi vous restez baigné là-dedans. Puis on adore faire des découvertes. Chaque semaine découvrir un nouveau jeu. Là où on s'entend bien pour ça, c'est qu'on on a notre volonté d'édition. Il y a une vraie curiosité. On est aussi des joueurs, donc nous deux à la maison, on a plein de jeux différents. Donc on a autant des gros jeux de gestion qui vont durer 3-4 heures de partie, ou des jeux d'apéro qui vont durer une demi-heure, enfin 5 minutes, 10 minutes, où on va rigoler. Donc on aime de tout, on aime jouer à tout avec des types de publics différents. Donc on a aussi pour ça la même volonté d'appliquer cette vision dans notre manière de c'est-à-dire que vous vous retrouvez sur ce qui vous intéresse comme jeu, sur la curiosité vis-à-vis des jeux, et finalement vous expérimentez déjà en dehors de l'édition tous ces trucs-là, et puis quand vous attaquez l'édition, du coup ça nourrit ce projet-là, quoi. Vous êtes tout le temps connecté, quoi. On est toujours dans notre association de jeux de rôle, ce qui permet de toucher du doigt des nouveaux jeux perpétuellement. Et on fréquente les boutiques de jeux de la région aussi, qui est très intéressant pour voir ce qui se fait et là aussi tester les nouveaux jeux de plateau qui d'accord. Même donner un coup de main au patron, ils cherchent souvent des joueurs pour faire leur première partie. Des démos, c'est sûr. Parfait. Et là, alors moi, ce qui m'a accroché là, quand je suis venu à Toulon-Joux, là, je me balade et je vois un visuel. Je mettrai quelques visuels sur
sur l'interview, tu as le bouquin là, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Cosmosaure, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de dinosaure avec une armure futuriste, on est dans du pulp, on est sur quelque chose qu'on sent un peu déjanté, hein, et donc forcément c'est un ovni qui attire l'œil, quoi, évidemment. Et puis tout est du même acabit, hein. Moi, pour avoir feuilleté un peu, dans les illus, dans la mise en page, je dirais, on est à fond dans ce thème-là, qui est surassumé. Ça parle de quoi alors, Cosmosaure? Qu'est-ce que c'est? Alors Cosmosaure, c'est notre prochain projet. C'est un projet qui me tient personnellement à cœur, car j'ai découvert ce jeu totalement au hasard. C'est un jeu qui rassemble dans la vie tout ce que j'aime, c'est-à-dire la science-fiction et les dinosaures. Lorsque je suis tombé sur les premiers visuels de Cosmosaure, un jeu en me renseignant, j'ai vite vu qu'on était des dinosaures justiciers de l'espace. Je me suis dit, Ouais, donc dinosaure justicier de l'espace. L'espace. Forcément, c'est vendeur, qu'est-ce que tu veux? On est dans un gros space opéra totalement barré et atypique, dans une ambiance visuelle très pulp et flashy des années 80. Et lorsque j'ai commencé à jouer à ce jeu donc en tant que joueur, j'avais déjà pris contact avec l'auteur Diogo Nogueira, qui est un Brésilien, à la base qui vient du Brésil. C'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui aime toucher à tout. C'est un auteur, donc c'est le freelance auteur. Il s'est occupé de tout ce qui est illu, dessin et texte. Création, système et ah ouais, tout. Ouais, c'est dingue. Non, parce que l'illustration, d'accord. C'est un Polonais qui. C'est un Polonais, ouais, parce que je trouve que les illustrations sont dingues. Hein. La patte graphique est totalement folle de ce jeu et reflète vraiment bien l'image, l'ambiance qu'on a à table lorsqu'on fait une partie de ce jeu. Ouais, mais même les fiches perso, j'ai regardé. Alors moi, ce qui m'a fait rigoler, on en a une. J'avais regardé ça. Ouais, on pourra les montrer. Moi, je mettrais peut-être en incruste. C'est que je trouve que moi, je trouve dans un jeu de rôle, la fiche perso, ça renseigne beaucoup des fois, hein, sur ce qu'on. Et ça reflète exactement. Bon, merci monsieur. Merci monsieur. Donc, good at, bad at, bon, on a compris quoi. T'es bon à quoi, t'es mauvais à quoi. On n'a que deux caractéristiques d'après ce que j'ai compris. Donc, du Cosmo et du Zor. Donc, du physique et du mental. Et puis, on va pas se prendre la tête plus que ça. Et puis après, on a un recto avec notre fiche perso, notre nom, un peu l'espèce, le rôle. Et puis, quelques trucs qu'on va mettre dans les compétences. Mais on voit que, ouais, c'est pulp, c'est punk. Je vais le montrer ici. De toute façon, si la mise au point se fait pas, je ferai une incruste. Mais et tout est comme ça, quoi. Le visuel, l'univers, top. Donc je t'ai coupé, du coup, sur ce jeu de rôle. Donc... On a aussi de l'autre côté, alors pour le coup, bon, j'ai pas vu, tu vois. Qui est sur un seul côté, mais on a sur l'autre côté, voilà. On a la fiche de perso du vaisseau, car le vaisseau fait évidemment partie intégrante de ton équipe. Et donc, on a un peu le même système de répartition de caractéristiques et de compétences que pour les équipiers, donc pour les Cosmosaures, avec forcément du badat et du boudat. Donc là, pour l'instant, c'est en anglais, donc ça sera transformé en français, bien sûr, en là où t'es bon, pas bon. Donc on n'a pas encore trouvé le terme. Mais bon, on comprend l'esprit, quoi. Là où t'es bon, là t'es pas bon, voilà. Donc si ton vaisseau, il va être par exemple bon en stockage, parce que t'as un vaisseau cargo, donc t'auras genre 2 soutes pour stocker beaucoup de choses, mais en contrepartie, il sera pas bon en réflexe rapide, en vitesse. Donc tout ça par rapport à une attaque soudaine de pirates de l'espace, c'est quelque chose qui sera pris en compte dans le jet de pilotage, par exemple. Les pirates de l'espace, évidemment, on est obligé d'avoir des pirates de l'espace dans ce jeu. C'est la base. Là. Et Je rajouterais quand même, c'est un jeu qui se prête vachement à faire une partie comme ça improvisée un soir avec les amis. On sort les fiches de personnages, on fait notre équipage en se tapant des délires sur toi tu fais quoi, t'es quel membre d'équipage? Toi t'es technicien, allez moi il faut un pilote, je vais faire pilote. Et créer des dinosaures justiciers de l'espace un peu loufoques et tu rigoles toute la soirée. Les règles sont très vite prises en main avec ces j'ai vu. Alors pour le coup, d'un point de vue pur système, c'est vrai que là, Arnaud, il a bien résumé comment on peut se lancer une partie de Cosmosaure. On peut tout à fait lancer une partie à partir de rien, là, tout de suite. C'est-à-dire que dans le jeu, il est prévu tout un tas de tables aléatoires, en fin de compte, pour les objectifs, les ennemis, les alliés potentiels, les complications, les récompenses. On peut avoir, donc on a des tables aléatoires surtout pour un MJ qui ou n'a pas préparé de scénar, ou il n'a pas d'idée, ou voilà, ou même s'il ne veut pas s'emmerder à réfléchir un peu. On est parti sur la partie, et qu'est-ce qu'on va faire? Je lance 2d6 et en fonction de la table d'objectifs, on va partir à la recherche d'un artefact ou d'un vaisseau abandonné. Voilà, l'objectif
motif de ton scénar, tu l'as. Qui c'est qu'on va retrouver comme ennemi, clac, des pirates de l'espace ou des robots mutants. Donc, et c'est ça pour tout. Voilà. Ouais, non, c'est clair. En tant que allié potentiel, pareil, pour des complications, pareil, une météorite qui va tomber sur ton vaisseau. Ouais, donc prise en main super rapide. Le but, c'est d'être dans le fun. C'est très vif. Moi, j'ai vu donc en partie, on est sur un format très cadencé, très rythmé, avec de l'action. Et puis, effectivement, à la table, pas se leurrer. Hein, quand on passait, on entendait bien, ça rigole. On entend des situations improbables que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo, hein, parce que je pense qu'on risque de me faire censurer. Alors, non pas que c'était... mais c'est des associations improbables. C'est là où ça prend tout son sens. Enfin, tout son sens, c'est pas vraiment tout son sens, mais là où ça prend toute son ampleur, c'est que c'est dans la mesure où on peut être amené à être confronté à ce genre de quiproquo. En plus, c'est pas voulu, c'est tellement naturel d'être amené à ce genre de choses. Donc, dans la mesure où c'est pur de dire ce genre de choses, des fois, ça fait des explosions de rire en partie. Oui, puis on affronte des ennemis improbables. Je pense que j'étais bien malin qui saurait dire Je pense que le bestiaire doit être. On peut inventer de tout. Bah oui, c'est clair. Dans la mesure où on a... J'ai vu un brocoli en armure, donc partant de là, je me dis que... Les brocolis d'Annecy, c'est une nouvelle faction d'ennemis, donc c'est des végétaux agressifs et territoriaux qui veulent faire, qui sont en pleine expansion, donc c'est des brocolis armés d'armes végétaux... qui prennent la pureté du véganisme, si tu veux. Non mais c'est grave, entre autres. Et ensuite on a tous les types d'ennemis qui peuvent t'amener à créer d'autres ennemis. On a par exemple des sorciers du vide qui sont des genres de cultistes, donc à partir de là ça t'ouvre des champs de scénar de tout ce qui est cultisme, réunion secrète de sorciers, création de monstres démoniaques, avec par exemple le gigantesque Darkosaur qui arrive d'une faille spatio-temporelle créée par un sorcier du vide. Donc là tu peux t'inventer le dinosaure maléfique que tu veux, hein, donc un gros truc à 3 têtes, des ailes qui crachent du feu, enfin pareil. Oui, c'est clair. En fait, c'est vraiment. Tu peux aller dans l'outrance totale, tu peux aller dans le. T'ouvres les vannes, quoi. Tu prends pas le les vannes à tous les niveaux. Je veux dire, dans l'Empire des robots, c'est pareil, c'est des genres de gros robots mécaniques qui contrôlent une partie de la galaxie aussi. Et dans leurs usines secrètes, ils vont te faire le Terminator, tu vois. Donc là, tu peux très bien te piffer aussi un genre de gros Terminator robotique qui lance des missiles avec des lanceurs sur l'épaule. Il a tout un panel d'armes que tu veux. Il peut transformer un petit bras en gros bouclier. Enfin, tu crées ton dinosaure un peu, le dinosaure de tes rêves, si je puis dire ça comme ça. Ça rappelle un peu les jeux, quoi. Sans aucune retenue et sans aucune honte aucune, quoi. Jusqu'à la table, tu vas jouer avec un ankylosaure médecin, un raptor ninja, un pachycéphalosaure tireur d'élite. Donc tout le monde à table est à la même enseigne. Au niveau des ennemis et du MJ, c'est pareil, quoi. Et donc ça, alors, vous, votre but, c'est de le traduire. Vous en êtes où? Est-ce que c'est traduit? Est-ce que c'est en cours? Comment sur ce projet? L'accord est tout récent encore. Ouais. Donc là, pour l'instant, on commence les premières présentations publiques. D'accord. On n'a pas encore récupéré les fichiers. Donc ensuite, le niveau d'anglais n'est pas très élevé, on va dire. Ouais, ça a l'air accessible. On va pouvoir faire un premier jet nous, mais ensuite, pour le côté vraiment professionnel de la chose, on va bien sûr faire appel à un service professionnel et on va lancer une campagne de financement pour faire ça le plus carré possible. Et le but, c'est de sortir, donc j'imagine qu'il y a ce bouquin-là, de base, alors, à mon avis, qui permet déjà de faire... il y a tout là-dedans. Est-ce que vous avez envie de sortir d'autres choses en plus? Absolument. Est-ce que vous avez le droit d'en parler? Rien que d'en parler, j'ai déjà des frissons parce que j'ai tellement d'idées pour ce projet fou qui en plus me tient vraiment personnellement à cœur. Donc déjà en discutant avec Diogo Nogueira, on s'est vite aperçu qu'au niveau des refs, on était sur la même longueur d'onde. Donc en tant que déjà consommateur entre guillemets, on s'est rapidement bien entendu. Et puis lorsqu'ensuite on s'est mis professionnellement pour le développement de la version française, autant dire qu'il a sauté de joie dans son petit coin, celui-là aussi. Et pour l'instant, donc là c'est moi qui l'ai fait imprimer en A4, moi à l'arrache, par facilité. Oui, histoire d'avoir un outil, quoi. De base, il est en A5, en couverture dure, donc on va retrouver le même format. Donc on aura un joli petit confort de lecture avec un bel petit ouvrage, un beau petit ouvrage. De base, il n'y a pas d'écran, MJ, donc on s'est mis d'accord avec Diogo, on va faire un écran MJ pour la VS
VF, donc avec possiblement une illustration totalement inédite en mode panorama avec probablement des dinosaures différents ah bah oui, plusieurs j'imagine le truc de poseur dinosaure voilà, laser. Ce sera sur un beau panorama et de l'autre côté, du côté du MJ, il y aura toutes les règles de combat et des règles aléatoires. Okay. Et on va aussi faire certainement un premier scénar d'introduction, car pour l'instant dans le livre il n'y a aucun scénar. Dans la mesure où c'est d'ailleurs expliqué. Il y a une machine à créer des scénars finalement. Pas compris, mais c'est quand même bien vu aussi de proposer un scénar déjà tout fait. Bon, ensuite, les futurs MJ font ce qu'ils veulent avec. Hein. Ouais. Mais on a déjà des bonnes pistes avec des gens déjà bien connus du milieu francophone pour écrire un première histoire. Et ça, moi personnellement, je saute déjà de joie à l'idée d'avoir ce futur scénar de présentation. Top. Se faire plaisir avec suivant comment ça marche, des petits dés personnalisés, des petits goodies en fonction des réussites, j'imagine, des paliers, vous prévoyez après ça va être ça. D'accord. On est encore en train de penser à différents types de goodies, donc bon, pour le coup, des dés personnalisés, c'est un peu quelque chose de classique, mais ce serait quelque chose de pas mal dans le... Avec des couleurs très calmes, très neutres, j'imagine bien des tons très pastels, des choses très... Donc ça se joue uniquement au D6 et avec genre le cas de Cosmosaur sur le 6 et sur le 1, donc la face la plus pourrie du dé avec une météorite qui s'écrase au sol pour un rapport aux dinosaures. Ouais, on est toujours dans la thématique de l'univers et donc bon, vous avez approprié donc l'objet tel quel. Si on parlait système, tiens, toi tu connais peut-être un peu le système, est-ce que tu peux nous parler un peu de le système, la philosophie, c'est quoi dans les grandes lignes, comment on joue à Cosmosaur? Bien sûr. Alors Cosmosaur, comme tu disais là, on a 2 caracs, c'est Cosmo et Zor. Ouais. Donc Cosmo, c'est tout ce qui est mental et social, et Zor, tout ce qui est physique. D'accord. Ça va de... On n'est pas perdu jusque-là, tout va bien. Je pense que c'est accessible. Ça va de 1 à 4, ce qui va nous donner un pool de dés. Et ce pool de dés, on le lance, et le dé le plus haut sera retenu. D'accord. Un 6, c'est toujours une réussite spectaculaire. Un 1, c'est tout pourri. Hein, l'action... le 1, c'est caca. Le 2 et le 3, c'est un échec. D'accord. Et le 4 et le 5 sont une réussite. Ok, en fonction du grade de ton dé, tu vois où tu te situes dans l'action, quoi. Très bien. Quand il y a un double 6, c'est là où c'est sympa, on peut garder un 6 pour le donner à son pote d'équipage, à un de ses potes d'équipage qui va l'appliquer pour son action immédiate. D'accord. Ou alors, petite particularité où on crame les 2 6 et on prend le pas sur le récit et on vient interférer avec l'action comptée par le maître du jeu. D'accord, donc en tant que joueur, tu t'empares, tu prends le lead et tu... Tout à fait. D'accord. Ce qui peut donner un petit peu plus de piment à l'histoire. Narrativement, ça implique le joueur. Exactement. C'est lui qui raconte la suite immédiate de ce qu'il fait. Ou c'est vrai que pour beaucoup de jeux, il y a des joueurs qui font leur lancer de dés, même s'ils font un critique. Ils laissent le soin au MJ d'interpréter le rôle. Ouais. Dans la mesure où tu fais un double 6 et où tu décides de raconter la suite, là, le MJ il se tait et le joueur se la régale à raconter. Ouais, puis d'où le dynamisme de la partie, la circulation de la parole et les rebondissements qu'il peut y avoir aussi, parce que au MJ, derrière, j'imagine, ça a été dit, c'est comme ça. À toi de prendre la suite, mon coco. Passage de relais. De rebondir dessus. Exactement. Ok, d'accord. Donc niveau système, écoutez, très bien. Et moi, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse suivre, évidemment, tout ça. D'accord. Je t'enverrai pour l'instant tout ce qu'on... tous les liens qu'on communique sur les réseaux sociaux. Et puis j'essaierai de rester en alerte et puis de donner aussi, effectivement, les liens pour que ceux qui sont intéressés par cette idée, moi que je trouve terrible, je ne vous le cache pas, j'adore la proposition, déjà parce que ça détonne, je ne crois pas qu'on ait d'équivalent, je ne crois pas avoir souvenir d'un jeu qui propose de jouer des dinosaures en armure dans un espace un peu punk déjanté, pas récemment en tout cas. Alors de mémoire de joueurs aussi, il y a quelques jeux où il y a des dinosaures, mais on est dans un cadre beaucoup plus préhistorique, voire des jeux directement préhistoriques. Bien sûr, et il y a des dinosaures qui servent en tant que monture. Mais là on va pas monter dessus, on est le dinosaure en armure, quoi. On est le dinosaure humanoïde en armure.
armure, avec un système social entre nous. Enfin, Ok. Ensuite, c'est un space opéra, donc il y a tous les codes du space opéra avec un gouvernement galactique, un sénat, des rivalités entre diverses. Mais oui, j'ai vu, il y a des factions, il y a quand même du background, on part pas sans rien, quoi. On est, voilà, on n'est pas simplement une équipe de dinosaures qui font ouais, je comprends. Les gens se parlent entre eux. Top. Donc, tous les codes du space opéra peuvent s'appliquer. Et super, les gars. Qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ce projet, si vous voulez me rajouter des éléments, des informations qu'on n'aurait pas dites, importantes pour vous? On va le faire tourner. Ouais, bah tiens, oui, exactement. Ah bah voilà, si on veut pouvoir toucher un peu de ce jeu-là là, avant l'heure, donc en convention, pour le découvrir. Alors, en convention, on compte bien sûr bourriner le plus possible de festivals pour le faire connaître du public avant de lancer la campagne de financement. De mémoire, dans les prochaines conventions, on va essayer d'être au prochain PAF, le Play Azure Festival à Nice, qui est en mai, si je ne dis pas de bêtises. On a le prochain festival de Menton aussi, qui est relativement modeste et familial, mais qu'on aime beaucoup. On était l'année dernière, on avait adoré. Là, comme ça, on a le prochain Rolling Troll de Gémenos aussi. Oui, Gémenos, j'avais été il y a quelques années. On a encore été invité cette année, donc on y retournera avec plaisir. C'est en juillet, si je ne dis pas de bêtises. C'est en plein. Il fait chaud. Ça va être bien pour le costume de Dino. Voilà, je crois qu'il n'y aura pas de costume parce que je vais mourir. On ira avant l'heure. Et bien sûr, l'un des plus gros prochains festivals, c'est Octogone à Lyon. Donc là, c'est un peu la place to be. Ok. Et en novembre, le prochain Eurofest de Marseille. Bon bah très bien, bah dis donc, bah voilà, bah si on veut voir toucher de ce jeu, bah on va pouvoir y aller. Je pense qu'il y aura aussi d'autres créneaux de faire des parties via des copains de YouTube qui font des parties. Donc je pense qu'il y aura des parties à suivre sur YouTube. C'est ce que j'allais dire, ouais, ce serait voir un petit peu des actual play, parties filmées, on appelle ça comme on veut, mais... Il y aura des parties sur YouTube sur divers scénarios et... Voilà, je montre un petit peu quelques visuels, mais bon, on verra tout ça avec... Même si on est nous-mêmes pas physiquement présents, oui. On aura quand même des parties de fête et... D'accord, voilà. Bon bah super. Bah écoutez, c'est avec plaisir moi que je suivrai ça en tout cas, parce que ça m'intrigue, c'est un projet dans l'esthétique, dans la proposition qui m'intéresse beaucoup. Là c'est typiquement ce que je considère comme étant un projet digne d'intérêt, en étant un véritable ovni ludique. Bah exactement, et c'est bien qu'il y ait des éditeurs qui se lancent là-dessus, parce que effectivement les poids lourds et les mastodontes, je pense qu'il y en a très peu qui oseront avoir les bollocs de se lancer sur du dinosaure en armure dans l'espace. Donc merci à vous les gars. On se lance, on est à fond et on est motivé. Parce que si vous le faites pas, vous, qui le fera? C'est ça la question. C'est ça. Surtout quand on voit l'engouement et l'accueil du public. Non mais c'est clair. Il n'y a pas de secret quand on passe en festival. Enfin moi je vois là, quand on passe à hauteur de la table, bon il n'y a pas besoin d'arriver trop proche de la table pour comprendre que l'ambiance est là. Je pense que déjà à 25-30 mètres, on comprend qu'il se passe quelque chose. Donc non, ça fonctionne, je le confirme. Aucune raison de ne pas continuer. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour avoir communiqué sur Cosmosaur, qu'on va suivre de près. Eh bien, écoutez, bon festival pour ce deuxième jour. Bon courage pour le costume. Et puis, je vous dis, j'espère à bientôt, les gars. Let's go, Cosmosaur. Oh, dis donc, on dirait les trucs de Bioman. La pause. La pause.